Cela équivaut à enfoncer une porte ouverte, mais il convient de le rappeler, de nombreuses modifications biologiques accompagnent une grossesse et la naissance d'un enfant. L'un des résultats de ces chamboulements physiques et psychiques est le sentiment de mal-être, longtemps ignoré ou balayé du revers de la main par la communauté scientifique et médicale. Est-ce pour autant une anomalie de se sentir mal à l'arrivée de son enfant ? Depuis quelques années, les termes de dépression postpartum ou de baby blues font surface dans le champ lexical du quotidien. Beaucoup les emploient pour faire référence aux périodes de peine, à des niveaux d'intensité variables, que les personnes ayant accouché ressentent. Les connaissances en la matière ont longtemps fait défaut, notamment à cause des recherches insuffisantes concernant la santé des femmes. Aujourd'hui, les maux de la période postnatale sont de plus en plus documentés et étudiés. L'accouchement, un stress sur le corps. Contractions douloureuses et régulières, dilatation du col de l'utérus, expulsion et délivrance de l'enfant, l'accouchement par voie basse est incontestablement une épreuve pour le corps. Même si certaines naissances se passent plus vite que d'autres, ce moment peut être amené à durer entre 8 et 13 heures. De cela advient forcément la fatigue, pour ne pas dire l'épuisement. Certaines sources indiquent qu'accoucher peut faire dépenser autant de calories que lorsqu'on court un marathon. À cela, s'ajoute la déshydratation du fait de l'interdiction de boire, dans l'éventualité d'une intervention chirurgicale d'urgence. L'accouchement par césarienne comprend son propre lot d'effets et de complications potentielles, l'installation d'une sonde urinaire, les risques liés aux interventions chirurgicales, ou l'anesthésie locale ou générale. Dire que c'est du stress infligé à l'organisme est donc, au mieux, un euphémisme. Post-accouchement, une transition physique considérable qui passe inaperçue. En plus de la responsabilité d'un nouveau-né qui vient avec sa charge mentale, la période dite postnatale ou postpartum est marquée par un ajustement et un réajustement du corps. D'un côté, les seins se préparent pour la première montée de lait, les mamans voient généralement apparaître leur lait de transition entre 3 à 5 jours après accouchement. De l'autre, l'organisme filtre les restes de l'accouchement. Cette transition est parfois sous-évaluée ou peu perceptible, pourtant, elle est dense. Tout d'abord, l'accouchement par voie basse est suivi par plusieurs jours de perte sanguine, selon l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPEQ. Ces écoulements sanguins vaginaux portent le nom de lochies. Ils sont dus à la baisse du volume sanguin et aux changements hormonaux. Ces pertes peuvent aller jusqu'à environ 500 ml de sang, parfois sous forme de caillots, et durer de 10 jours à 6 semaines. Cela peut arriver même en cas de césarienne. Si les saignements ne décroissent pas, il convient de consulter un médecin, explique l'établissement hospitalier québécois. Les contractions utérines ne sont pas inhabituelles aussi, surtout en allaitant. En parlant de douleur, soulignons le supplice des premiers moments de tétée de bébé, où les mamelons sont sensibles. Sans prétendre à l'exhaustivité, notre énumération des transitions se termine avec la constipation. Il est normal de ne pas aller à la selle pendant de 2 à 3 jours après un accouchement vaginal et jusqu'à 3 à 5 jours après une césarienne, explique l'INSPEQ. Encore une fois, que ce soit dans le cas d'accouchement par voie basse ou par césarienne. La période postnatale, parfois une souffrance psychologique. Dans les moments d'angoisse dans le quotidien lambda, le stress laisse des traces sur le système nerveux. Le taux de cortisol, l'une des principales hormones de stress, croît pendant la grossesse pour atteindre 3 fois environ son taux de base, avant d'augmenter encore au moment de l'accouchement. Il revient à un taux normal en 15 jours. De nombreux travaux de neurosciences montrent qu'une exposition à un stress chronique affecte l'hippocampe, le siège de la mémoire et des émotions. Ainsi, les stimulations constantes de la période postnatale ne sont pas une exception. Cela peut durer plus ou moins longtemps, faisant la différence entre le blues postpartum et la dépression postpartum. Après de fortes résistances du corps médical dans les pays d'Europe du Sud et en France, pays dans lesquels la maternité a été et reste considérablement idéalisée, les scientifiques s'intéressent petit à petit aux troubles psychiques autour de la période d'accouchement. Manifestation émotionnelle transitoire, le blues affecte environ une femme sur 2, typiquement entre le 3e et le 10e jour suivant la naissance, explique dans une publication, Jacques Dayan, psychiatre au CHU de Rennes. Le baby blues, une exaltation modérée de l'humeur. Cette exaltation modérée de l'humeur serait présente chez la plupart des femmes lors du premier jour, 40% au 4e jour. Les facteurs culturels semblent jouer un rôle mineur.
Le blues a en effet été constaté avec approximativement le même ratio aussi bien aux États-Unis, en Europe, qu'en Tanzanie. Toujours selon Dayan, la spécificité du blues est d'associer des sentiments de tristesse, d'apparence paradoxale eu égard au contexte, et des sentiments d'exaltation. Ces manifestations dysphoriques sont fugaces et fréquentes. En de termes simples, l'alternance rapide et inexpliquée de pleurs et de périodes d'euphorie est au cœur du processus de diagnostic, même s'il n'est pas limité à cela. D'après les recherches de Dr Dayan, pour une faible proportion de femmes, le blues serait le signe avant-coureur d'une dépression du postpartum précoce. Le risque s'accroît en cas d'antécédent de dépression ou lorsque le blues s'accompagne d'une symptomatologie marquée. La dépression postpartum, qu'est-ce qui la provoque ? Véritablement découvert dans les années 1960, on ne connaît pas la cause précise de ce trouble dépressif prolongé, après l'accouchement. On estime cependant qu'au moins 10% des accouchés seraient concernés par la dépression postpartum et plusieurs hypothèses existent sur son origine. Il y a l'hypothèse hormonale, le taux de certaines hormones, tout particulièrement les hormones sexuelles, estrogène et progestérone, varie considérablement durant la grossesse. Il augmente parfois jusqu'à plusieurs centaines de fois, avant de chuter brutalement après l'accouchement. Le déficit d'estrogène favoriserait les affects dépressifs. Le déficit de progestérone serait, quant à lui, la cause de l'irritabilité. Malgré une forte présomption, la recherche n'a pas encore établi un lien direct entre ces variations d'hormones et cette dépression. On a aussi posé la question de l'âge. Plusieurs études ont suggéré qu'aux extrêmes de la période fertile, soit avant 17 ans et après 40 ans, la dépression serait plus fréquente. À ce jour, aucune corrélation nette allant en ce sens n'a été établie. Les personnes souffrant d'un syndrome prémenstruel ou d'une dysphorie prémenstruelle ont cependant davantage de risques de vivre une dépression postnatale. Ce ne sont que des pistes parmi d'autres à ce stade de la recherche. Dépression postpartum, comment y remédier ? Avant d'y remédier, il faut savoir qu'on en souffre. Pour la psychologue spécialisée en dépression périnatale et postpartum, Laura Bottini-Porsolt, si on se pose la question, c'est qu'il y a déjà une souffrance à laquelle il faut prêter attention. Il faut même en parler. Pour y voir plus clair, il existe l'Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS, un outil de diagnostic reconnu internationalement, et dont l'utilisation est recommandée par Laura Bottini-Porsolt. Bien entendu, comme tout outil de diagnostic, il convient de faire valider le résultat par des professionnels. Pour pallier les effets de la dépression postpartum, Laura Bottini explique qu'un suivi psychologique adapté à la situation familiale et personnelle est important. En attendant d'avoir accès à des spécialistes, il est essentiel de se rappeler que le bien-être de la maman est essentiel. Pour reprendre ces mots, il faut prendre soin de soi, et prendre soin de soi. Cela passe par une alimentation saine mais qui doit aussi faire plaisir. Dans un environnement où le bébé est considéré comme la priorité, les parents, le plus souvent les mamans, s'oublient. Mais le bien-être de l'enfant passe par l'adulte chargé de sa survie. L'entourage peut jouer un rôle important. Les proches, quand ils sont présents, peuvent prendre le relais sur certaines tâches. Ils sont également en première ligne pour écouter la détresse, ou la tristesse, quand elle s'exprime. En France, depuis le 1er juillet 2022, un entretien postnatal précoce est obligatoire pour les jeunes mamans. Destiné à repérer très tôt les premiers signes de ce mal-être, l'entretien est effectué par un médecin ou une sage-femme entre la 4e et la 8e semaine qui suit l'accouchement. L'assurance maladie le prend en charge à hauteur de 70%. Au besoin, ou sur demande, un deuxième entretien peut être proposé entre la 10e et la 14e semaine qui suit l'accouchement.